Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, le cours commence à 15 heures. Donc, même si je suis connectée quelques minutes avant, là, je ne commence qu'à 15 heures. OK? Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez correctement? Bonjour tout le monde. Très bien, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, je choisis quelqu'un au pif comme d'habitude. Euh, Nadia Hafian, est-ce que vous êtes parmi nous? Nadia. Nadia Hafian, tu es là? Je te donne la parole pour que tu m'assistes aujourd'hui, d'accord? Alors, Nadia Hafian. Comme présentateur, voilà. Donc, si j'ai un problème, s'il te plaît, tu me le fais savoir oralement, ok? Merci beaucoup, Nadia. Très bien. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vous ai fait un tutoriel pour votre présence. Et la particularité, c'est que j'ai ajouté un mot de passe, d'accord? Donc, le mot de passe pour noter ou pour marquer votre présence vous sera communiqué soit au milieu de la séance, soit à la fin de la séance. Ok? Nadia, tu me le rappelles à la fin au cas où je l'ai oublié au milieu. D'accord? D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Nadia. Très bien. Alors, euh, Aya, toutes les séances sont enregistrées sur l'ENT. Tu peux accéder à toutes les séances. Le PDF n'est pas encore disponible, mais il le sera, je pense, très bientôt. OK? Très bien. Donc, sans plus tarder, on continue. Parce que la dernière fois, la semaine dernière, nous avons déjà entamé le chapitre 2. OK? Concernant le droit budgétaire, donc nous avons vu ensemble, je fais un partage d'écran avec vous pour revenir à ma présentation. Donc, masquer, voilà, très bien. Donc, concernant le droit budgétaire, bon, donc nous avons commencé par les composants du budget. Nous avons dit que le budget, il est composé de quoi? De recettes et de dépenses. D'accord? Donc, nous avons expliqué les principales recettes de l'État, les principales recettes budgétaires, et nous sommes focalisés sur les impôts et taxes. OK? Donc, nous avons défini l'impôt, qui était un prélèvement pécuniaire autoritaire, obligatoire, selon des règles légales à titre définitif et sans contrepartie directe, au nom et au profit de l'État ou de toute institution étatique. Donc, nous avons expliqué tout ça en détail. Nous avons expliqué la différence entre l'impôt et la taxe. Donc, nous avons dit que la principale différence, c'est le caractère du prélèvement sans contrepartie directe. Donc, l'impôt, c'est sans contrepartie directe. A contrario, la taxe, c'est un prélèvement pour un service rendu et il n'est payé que par les bénéficiaires. OK? Donc, les principaux rôles de l'impôt, nous avons dit que c'était le rôle financier, le rôle social et le rôle économique. OK? Donc, le rôle financier, ça a toujours été ça. Donc, l'impôt, ça a toujours été, il avait toujours un rôle financier depuis le début, depuis euh, la conception ancienne des finances publiques, qui était tout simplement la couverture des dépenses publiques de la société. Et donc, nous avons dit que cet impôt doit être généralisé, c'est-à-dire tout le monde est obligé, tous les citoyens sont obligés de payer leurs impôts, ok? Qu'il est qu'il y a de la pluralité, ça veut dire que on a plusieurs impôts, et j'ai parlé de la division tripartite, c'est-à-dire l'IS, l'IR, la TVA au Maroc. Ok. L'automaticité, ça veut dire automatiquement, plus il y a d'impôts,
plus la rentabilité de l'impôt, elle va être élevée, et la stabilité, l'élasticité. Donc, nous avons dit qu'il y avait deux types d'impôts. Il y avait les impôts qui étaient stables, d'accord, permanents, constants, peu importe la conjoncture économique. Par contre, il y a d'autres impôts qui sont beaucoup plus élastiques en fonction, d'accord, en fonction de la conjoncture économique du pays. Ensuite, nous avons parlé du rôle social. Donc, nous avons dit que l'impôt, il est prélevé selon la capacité contributive des contribuables. Ça veut dire tout simplement, c'est que euh, l'impôt, ok, l'impôt, il cherche de la justice fiscale. Et comment il peut atteindre la justice fiscale? Ben, tout simplement en instaurant le principe de l'équité fiscale. Et nous avons expliqué qu'il y avait une différence entre l'équité et l'égalité. Et donc, on va essayer d'agir sur ça parce que l'impôt n'est pas neutre et ne doit pas être neutre. Donc, on est toujours dans cette optique d'équité fiscale. Et enfin, le rôle économique, ben, bien évidemment, l'impôt sert de régulation économique. Donc, on va essayer d'avoir une meilleure utilisation de l'épargne, des droits de douane et une meilleure orientation du capital. Alors ça, on l'a vu ensemble, ok? Ensuite, il y avait donc les recettes et les charges ou les dépenses budgétaires. Concernant les charges, nous avons dit qu'il faut différencier entre trois principales charges. On a les charges qui sont liées au budget général de l'État, les charges qui sont liées au segment, et ce qu'on a appelé les services de l'État gérés de manière autonome, et on va l'expliquer, et les budgets concernant les comptes spéciaux du Trésor, les CST. D'accord? Donc, nous avons commencé par le budget général de l'État, et nous avons dit que le budget général de l'État, il est composé de trois types de dépenses. On a premièrement les dépenses de fonctionnement. Donc, nous avons expliqué tout ça la dernière fois. Et on s'est arrêté au niveau des dépenses d'investissement. OK? Les dépenses d'investissement. Et en troisième lieu, nous avons les dépenses de la dette publique. Donc, ça, c'était un petit récap concernant ce que nous avons fait jusqu'à présent pour ce deuxième chapitre. Donc, les dépenses d'investissement. OK? On va lire ensemble et je reviens vers vous, vers le tableau, pour vous expliquer plus en détail. Alors, on a les dépenses de fonctionnement, ils sont là pour le fonctionnement des organismes étatiques, de manière générale. OK? On avait dit qu'il y a pas mal de types de dépenses. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les dépenses d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces dépenses sont destinées principalement à la réalisation des plans de développement stratégique, OK? Et des programmes pluriannuels. Des programmes pluriannuels en vue de la préservation, de la reconstitution ou de l'accroissement du patrimoine national. OK? Pluriannuel. Et on va venir là, on va y revenir. OK? Donc, les crédits relatifs aux dépenses d'investissement comprennent les crédits de paiement et les crédits d'engagement qui constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements prévus. Alors, tout ça, ça peut sembler un petit peu flou. Je vais vous expliquer tout ça plus en détail. Ignorer. Arrêtez. Alors, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, pas la peine de poser à chaque fois le mot de passe. Le mot de passe va être communiqué soit au milieu, soit à la fin de la séance. Le rôle financier, ben, il a une relation. Ben oui, c'est avec toute la société, ça va de soi. Ça va de soi. Pour Fatem Zara. Abdelzak, c'est quoi le problème, Abdelzak? Pluriannuel. Ok, je vais expliquer tout ça plus en détail. S'il vous plaît, arrêtez de poser la question concernant le code. Le code sera communiqué soit au milieu, soit à la fin. Donc, nous avons dit qu'il y avait des dépenses de fonctionnement, ok, de fonctionnement, et des dépenses d'investissement. Ça veut dire quoi un investissement? Dites-moi, les dépenses d'investissement.
Ça veut dire quoi? Investissement. Allez-y, j'attends vos réponses. Il n'y a pas de souci, Abdelzak. Oui, dites-moi, c'est quoi les dépenses d'investissement? Alors, posez une somme pour générer une autre. Oui, oui, exact. Oussama, il a pour but de générer des gains dans le long terme. Oui, à long terme, exact. Création de richesse, mais c'est à terme. Soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Réalisation de projets. Oui, exact. Donc, charge destinée pour réaliser des plans de long terme. De long terme, plutôt. Mettre de l'argent pour gagner plus d'argent. Oui, exactement. Voilà. Donc, l'État, l'État est là des projets d'investissement. Ça veut dire quoi? Elle investit, par exemple, dans les infrastructures. Elle investit, très bien, Mariam. Elle investit, par exemple, dans des projets à vocation sociale. مثلا هاد العام l'État a décidé de bâtir des écoles plus proches des villages, par exemple. Elle a décidé de bâtir un complexe sportif. OK? Donc, ce sont des investissements qui sont pluriannuels. Ça veut dire quoi, pluriannuel? Ça veut dire tout simplement, هذاك l'investissement, quand je veux bâtir, par exemple, quelque chose. OK? Très bien, Hassan, oui, exactement. Excellent. Quand je veux bâtir, par exemple, quelque chose, quand je veux construire quelque chose, wesh, maintenant, si je veux construire un aéroport, ou là, par exemple, je veux construire est-ce que ça va me prendre juste un an? Ben non. Il y a des projets qui sont construits sur une durée de 5 ans, 6 ans, 10 ans. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de pluriannuel. Pluri, ça veut dire plusieurs. Donc, c'est étalé sur plusieurs années. D'accord? Exactement. Donc, on veut par exemple construire un hôpital. Ça va nous prendre plusieurs années pour le construire. Ce n'est pas juste un an. Donc, les dépenses d'investissement, ces dépenses d'investissement, ok? Ce sont des dépenses budgétaires qui vont être notifiées. Ça veut dire مثلا نصايبوا la loi de finances تقولوا OK هاد العام شنو عندي je dois construire ça ou ça je dois faire ceci عندي des dépenses de fonctionnement عندي des dépenses d'investissement etc. OK mais qu'est-ce que nous avons dit la définition de la loi de finances la définition de la loi de finances c'était quoi sa définition rappelez-moi la définition de la loi de finances allez-y nous avons vu ça au glossaire dès le début c'était quoi la définition de la loi de finances alors loi votée par le Parlement, oui. Continue, Fatem Zara. Oui. C'est une loi votée par le Parlement qui prévoit et autorise, on répète toujours prévision et autorisation pour autoriser, prévoir exactement pour loi dans le but de présenter pour très bien Fatem Zara Kadri. Exactement. Pour chaque année budgétaire. Pour chaque année. Pour chaque année budgétaire. D'accord? Pour chaque année budgétaire. Ça veut dire que chaque an, on a une loi de finances différente. OK? Chaque année, on a une loi de finances différente. Ça, c'est l'article 1 de la loi organique des lois de finances de 2015, 130-13. OK? Ça, c'est la définition de l'article 1. Donc, et bien sûr, oui, très bien. Bien sûr, quand je parle de l'année, je parle de l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 mars. OK? Oh, pardon, décembre. Au 31 décembre. Au 31 décembre. OK? Nadia, est-ce que j'ai un problème de son? Non, madame. C'est bon, merci beaucoup. Très bien. Donc, quand j'ai un investissement pluriannuel qui dure, par exemple, je veux construire un hôpital, ou la durée de construction de l'hôpital, c'est 5 ans. C'est pas grave, Asma. C'est 5 ans. D'accord? 5 ans pour construire cet hôpital. Donc, on est face à une situation, d'accord, où la loi de finances, qui est pour chaque année, j'ai un investissement de 5 ans. Donc, on va introduire la notion
de crédit budgétaire. OK? Crédit budgétaire. En fait, c'est quoi un crédit budgétaire? Un crédit budgétaire. C'est tout simplement, un crédit budgétaire, c'est tout simplement des autorisations budgétaires de dépenses. Autorisation budgétaire de dépenses. Ça veut dire que le Parlement autorise, OK, autorise l'ordonnancement de la dépense. Le Parlement autorise, donne son accord, son habilitation juridique à effectuer la dépense. Donc, quand je parle de crédit budgétaire, ce sont des autorisations données par le Parlement. OK? Qu'est-ce qu'il nous dit la définition qu'on a lue tout à l'heure? On parle de crédit de paiement et de crédit d'engagement. Alors, je vais vous expliquer ça. Est-ce que c'est clair pour le crédit budgétaire? Un crédit budgétaire, c'est tout simplement une autorisation budgétaire du Parlement pour effectuer la dépense. Très bien. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de crédits budgétaires. Non, Oussama, non, c'est pas ça. Non, le crédit budgétaire, c'est l'autorisation. Et il y a deux types de crédits budgétaires, OK? Ça, c'est la dette publique, Oussama. Quand l'État va prendre un crédit, c'est la dette publique. On va l'expliquer tout à l'heure. C'est bien pour ta remarque, Oussama, c'est très bien. Alors, un crédit budgétaire, donc nous avons dit que c'est une autorisation budgétaire, OK, pour effectuer la dépense. Et les crédits budgétaires sont composés de deux types de crédits. On a ce qu'on appelle les crédits de paiement. Crédit de paiement. OK? Un crédit de paiement. Et on a ce qu'on appelle les crédits d'engagement. Crédit d'engagement. Alors, engagement, nous l'avons expliqué la dernière fois, nous avons dit que je vais réserver une somme d'argent pour telle ou telle dépense. D'accord? Je vais l'engager avec le jargon public. OK? Je vais engager, par exemple, une dépense, ça veut dire que je vais réserver une certaine somme, un certain montant pour cette dépense. Un crédit de paiement, là, je suis dans le paiement. Là, je suis dans le paiement. Ça fait, je suis l'ordonnancement, comme on l'a expliqué la dernière fois. OK? Donc, un crédit de paiement, c'est quoi? C'est un montant de dépense qui sera payé au cours de l'année budgétaire. Un montant qui sera payé au cours, et je souligne au cours de l'année budgétaire. De l'année budgétaire, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année budgétaire. OK? Au cours. Vous retenez ça, s'il vous plaît. Un montant qui sera payé au cours, c'est-à-dire le crédit de paiement, c'est une autorisation. Le montant des dépenses sera payé au cours de l'année budgétaire. Dès l'année budgétaire. Donc, on est dans quelle optique? On est dans une optique d'annualité. OK? Annuel. C'est une autorisation annuelle. C'est un crédit annuel. Alors, le type de crédit, oui, Ishraq. Le type de crédit, c'est destiné, je t'en prie, Ishraq, c'est destiné soit à des dépenses de fonctionnement. Pourquoi? À votre avis, pourquoi j'ai dit que les budgets, le crédit, il est destiné à des dépenses de fonctionnement? Pourquoi? Dites-moi. Pourquoi j'ai dit que le crédit de paiement est destiné aux dépenses de fonctionnement? Dites-moi. Très bien. Voilà. Bravo. Exact. Mariam Zineb. Exactement. Parce que tout simplement, très bien Fatem Zadouni, exact. Parce que tout simplement, nous avons dit que les dépenses de fonctionnement, ce sont des dépenses qui tralsent au cours de l'année. Ils sont annuels.
Donc, un crédit de paiement, c'est quoi? C'est avec le montant qu'on va payer au cours de l'année budgétaire et qui concerne les dépenses de fonctionnement. Maintenant, si on a dépassé 31-12, مثلا je suis أنايا l'année budgétaire ديالي هي 2020 par exemple. Année budgétaire 2020. اليوم je suis le 1er janvier 2021. Qu'est-ce qui va se passer pour les dépenses de fonctionnement, à votre avis? Had le crédit de paiement, c'est-à-dire had l'autorisation, had le montant qu'on va payer. Très bien, Fatima Zahra. Voilà, c'est exactement ça. Après, ils vont pas changer, ils vont être annulés. Oussama. Ils vont être annulés. Ça fait, on va supprimer l'autorisation et n'est plus valable pour les dépenses de fonctionnement. Donc, après l'année budgétaire, après le 31-12N, systématiquement annulé. Le crédit de paiement des dépenses de fonctionnement sont systématiquement annulés après le 1er janvier, après le 31-12 de l'année. Khadija, on a dit que les dépenses de fonctionnement concernaient le Doula, par exemple, je suis le ministère, on dit l'autorisation de payer les dépenses de fonctionnement. Et là, si j'ai dépassé d'être l'âme d'Yali, ça fait ça l'âme. Je suis au 1er janvier 2021. Alors que la loi de finances d'Yali, c'est 2020. OK? Il a sali l'âme, ça fait. هذوك الفلوس وخا يشيطوا ليا, ils sont annulés. تيرجعوا للترésor. Le crédit de paiement, il est annulé. Est-ce que tu as compris, Radija? On n'a pas le droit de reporter. مثلا نقولوا لا بقات لي هاد لا dépense ما خلص مثلا exemple, je dois payer bon, je vais dire n'importe quoi. Par exemple, j'ai une facture de loyer ou n'importe quoi, d'accord? Et je dois la payer et وصلنا le 31-12 مازال ما خلصتهاش ولكن هي تابعة ل 2020 مازال ما خلصتهاش. Est-ce que j'ai le droit نخلصها في le 1er janvier 2021? Non, j'ai pas le droit. Ça fait. Ce n'est plus une autorisation. D'accord, vous avez compris? C'est très simple. On n'a pas le droit de reporter un montant d'une dépense de fonctionnement. On n'a pas le droit de reporter un crédit de paiement. هذيك l'autorisation, on la dépasse. On la reporte pour l'année prochaine. Non, parce qu'on est dans une situation d'annualité. Annuelle. Ok, voilà ce qu'il y a. Exactement. Exactement, ما بغيتش ندخل معكم في الديتاي ديال الكونطون. Ok? Pourquoi? Parce que كاين un autre cas. هنا j'ai mis deux flèches. Donc le crédit de paiement concerne les dépenses de fonctionnement et ça concerne également les dépenses d'investissement. Ça concerne les dépenses d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que أنا هاد العام عندي واحد le montant par exemple. OK? عندي واحد المارشي عندي un décompte. Non, annuler, c'est-à-dire non. Voilà, exactement. Je n'ai pas l'autorisation pour payer. Je dois attendre عاوتاني la loi de finances جديدة باش يعطيوني هذيك l'autorisation جديدة pour pouvoir payer les dépenses جداد. OK? Les dépenses de l'année. Donc je disais dépenses d'investissement, par exemple, j'ai un projet ou j'ai un décompte, je dois le payer. OK? Très bien. Je dois payer avec le décompte. OK. Qui concerne l'année 2020. Très bien. Quand je parle de crédit de paiement, je sais crédit de paiement. Alors, ça fait. Alors, j'ai engagé d'être le montant, d'être la ligne budgétaire, où j'ai eu l'accord du trésor, de la trésorerie ministérielle par exemple. J'ai eu son accord et c'est tout. D'accord? Et c'est tout. Ça fait. وصلنا le paiement. Donc, هذاك le crédit de paiement, ça veut dire que هذيك la dépense d'investissement, خصني نخلصها ديك الساعة. فلوسها راه موجودين. Est-ce que j'ai le droit de reporter إلى تقادات العام? Si je suis au 1er janvier 2021, est-ce que j'ai le droit de reporter دوك الفلوس؟ ما خلصتهمش داك الشهر مثلا. Oui, j'ai le droit de les reporter, mais à 30% seulement. J'ai le droit de reporter seulement 30% des crédits de paiement ouverts.
au titre du budget d'investissement. Est-ce que vous avez compris? Reporter 30% seulement. À reporter. À reporter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, maintenant, شركة خدمت لي. Par exemple, je suis en train de construire un. Je vais vous expliquer. Je suis en train de construire. Je suis un ministère, par exemple. Je suis en train de construire une école, par exemple. Une école. OK? Je suis en train de la construire. Une école, un hôpital, un tribunal, etc., etc. Bon, bref, une infrastructure. Euh, je suis dans les constructions, donc tout ce qui est grande construction ou construction lourde, etc. Bon, j'ai payé, etc., etc. En 2020, j'ai eu un crédit de paiement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi de finances m'a donné, m'a autorisé un budget de, par exemple, je dis n'importe quoi, yeah, je dis n'importe quoi, par exemple, 200 000 dirhams. Elle m'a donné l'autorisation, elle m'a donné 200 000 dirhams, et elle m'a autorisé de payer, c'est-à-dire, il est destiné à payer la tranche, payer une tranche. Maintenant, les gros, la finition, par exemple. Je dois payer en 2020 parce que c'est une autorisation de paiement. Je dois payer le montant. OK? On est le 31/12/2020. J'ai toujours le montant. Mais pour une raison ou une autre, par exemple, j'ai un problème dans la facture ou l'entrepreneur n'est pas présent. Moi, j'ai eu un problème. Je n'ai pas pu payer les 200 000 dirhams. Je suis maintenant au 1er janvier 2021. Est-ce que j'ai le droit de prendre les 200 000 dirhams et de payer cet entrepreneur au 1er janvier 2021? Non, je n'ai pas le droit. J'ai le droit de reporter seulement 30% de ce montant. Uniquement 30% de ce montant. D'accord? Donc, si je prends l'exemple de 200 000 dirhams, fois 30%, donc je n'ai le droit de payer seulement 60 000 dirhams. 60 000 dirhams. Est-ce que vous avez compris? Je n'ai pas le droit parce que ça fait bien. C'est fini. C'était consacré, c'est un crédit de paiement consacré seulement à l'année 2020. Donc, si je n'ai pas payé 2020, c'est mon problème. L'État me donne le droit de reporter seulement 30% de mon crédit. 30% de cette autorisation. Et donc, je suis. Non, ça concerne tout. C'est quoi? Ou bien juste l'État? Tout, tout, tout. Je parle en général. Tous les organismes étatiques. Toutes les administrations. OK? Ayman, on va payer le reste avec la nouvelle loi de finances. Avec la nouvelle loi de finances. Donc, on va voir, dites ça, la nouvelle loi de finances. On va essayer de voir si on a cette autorisation pour pouvoir payer le reste, par exemple. Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pour tout simplement dire que si tu as un crédit de paiement, si tu as une autorisation finale, on la considère comme une autorisation finale. D'accord? Ah, ça fait. Tu dois bien gérer tes autorisations. Tu dois bien gérer. Donc, c'est une question de gestion. Est-ce que vous avez compris? C'est une question de gestion. Alors, quels sont les autres on ne peut pas agents. Je vais vous expliquer. Oui, oui, exactement. On a une nouvelle autorisation. Exactement. Sinon, on est dans un deuxième cas. C'est quoi ce deuxième cas? Voilà, Mariam. Exactement. Il faut respecter les délais. Exact. Je sais que c'est pas facile. Étant déjà eu une expérience étatique, je sais que c'est pas facile de respecter les délais parce qu'il y a des choses qui sont en dehors de la responsabilité de l'État ou du ministère, mais c'est une question de gestion. Moi, je le dis tout le temps, c'est une question de gestion des finances publiques. OK? C'est pour ça que c'est très important. Il faut faire attention à ce genre de choses. Donc, pour éviter la problématique, on sera obligé de garder seulement 30%, de reporter seulement 30%. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce qu'on appelle les crédits d'engagement. OK? Donc, au lieu, si on a peur de tomber dans ce genre de situation, l'État accorde des crédits d'engagement
qui sont pluriannuels. Pluriannuels. Ok. Et c'est quoi ça? C'est tout simplement, oui, en quelque sorte. Mais bon, il y a des, c'est une question de négociation et de gestion publique, d'accord? Alors, madame, est-ce qu'il y a une amende si j'arrive pas à payer le reste? Oui, il y a des ajouts qu'on paye. Oui, oui. Plutôt, j'ai pas demandé une nouvelle. Si on paye pas, par exemple, un décompte, il y a des intérêts, ce qu'on appelle les intérêts moratoires. Bon, ça, c'est une autre thématique. Si on a le temps de parler des marchés publics, c'est un grand module qui est assez intéressant. D'accord? Alors, l'État accorde ses crédits tout simplement aux organismes publics. Aux organismes publics. Donc, je disais, le crédit d'engagement, c'est quoi? C'est le montant des dépenses. OK? Le montant des dépenses qui peuvent être engagées au cours de l'année. Donc, engagées, ça veut dire quoi engagés? Ils ne sont pas dans la phase du paiement. Réel engagé. On a réservé un montant pour ces dépenses. Montant des dépenses engagées au cours de l'année budgétaire. Dans notre exemple, c'est 2020. Au cours de l'année budgétaire, OK? Année AB, c'est année budgétaire. Plus les années ultérieures. Ça veut dire quoi? Tout simplement. Quand on vote, ou bien avant, quand on prépare la loi de finances, OK? On a cette loi de finances. On va donner des crédits d'engagement. Ça veut dire, dans notre cas, moi, je veux bâtir une école avec un montant de 200 000 dirhams. L'État me donne un crédit d'engagement. C'est-à-dire, elle me donne à 200 000 dirhams et elle me dit que ces 200 000 dirhams sont valables pour les 5 ans. Parce que moi, mon projet est valable 5 ans. Donc, le crédit d'engagement, par exemple, si je suis libre de moi-même, je vais le payer en tranches chaque année. Je peux payer, par exemple, avec des tranches qui sont équitables. Par exemple, chaque année, je vais diviser ça par 5 et chaque année, je vais payer une tranche, OK, sur la période. Tout comme je peux payer avec d'autres tranches. Le plus important, c'est que chaque année, je vais payer une certaine somme. Et dans ce cas, je suis, soi-disant, je ne suis plus dans la situation où je suis obligée de reporter un certain pourcentage. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire là, je suis libre. J'ai un crédit d'engagement. L'État me donne cette autorisation, c'est-à-dire j'ai une autorisation d'engager. Donc, le montant, le montant, il est à moi. Il est engagé pour mon projet. D'accord? Il est engagé pour cette année et pour les années ultérieures, c'est-à-dire les années qui composent mon projet. Si je dépasse, par exemple, la durée de l'investissement, qu'est-ce qui va se passer? Si je dépasse la durée d'investissement au château Liel Flus, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, je suis, ça y est, je suis à l'année 5, ok? N plus 5, et j'ai déjà payé, chaque année je paye, et il me reste par exemple 10 000 dirhams, par exemple. Il me reste 10 000 dirhams. Qu'est-ce qui va se passer avec ces 10 000 dirhams? Dites-moi, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer avec ces 10 000 dirhams? Est-ce que je vais les mettre dans ma poche? Là, c'est la dernière année. Je ne les garde pas, non. Je l'ai dit, je l'ai répété pas mal de fois. L'État, avec un grand E, son but, ce n'est pas l'État, حنايا في المينيستير ما كاينش شي حاجه سميتها الفلوس. C'est الفلوس ديال l'État. C'est l'argent public. OK? Donc, si ces 10 000 dirhams sont là, bien évidemment, alors ils sont restitués. Donc, le trésor les récupère. OK? Le trésor le récupère. Mais, j'aurais on va me dire, attention, pourquoi il vous reste 10 000 dirhams? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'estimation, la prévision, elle est fausse. Pourquoi tu as prévisionné 200 000 dirhams? OK?
Soumia, il peut y avoir les deux. Il peut y avoir les deux. D'accord? Tu peux avoir les deux. Donc, ça dépend de l'investissement. Par exemple, tu as déjà un crédit d'engagement et tu as une dépense annexe concernant cet investissement. Par exemple, tu as envie d'apporter à cette école un système informatique, des PC, etc. Tu veux faire des achats de matériel de bureau, etc. Donc, tu peux avoir un crédit de paiement pour cette année. Donc, ce sont des investissements annexes. Voilà, Myriam, exactement. Exactement. Ça veut dire que quand tu étudies, quand tu veux faire un investissement, c'est tout un process. هذاك هو اللي قلت لكم les marchés publics. راه c'est-à-dire la préparation le dossier. C'est une étude de faisabilité, ce sont des études d'architectes, des études les bureaux de contrôle, les bureaux de comment on appelle ça? Euh, Alors, il y a les bureaux de contrôle. Bon, il y a pas mal il y a les topographes, d'accord? Il y a pas mal d'intervenants qui font, qui font des études approfondies pour estimer justement avec le montant. Pour estimer avec le montant. Et ça, on le fait que ce soit pour les investissements le kbar, que ce soit pour, par exemple, si on veut le gardiennage, si on veut l'archivage, par exemple, etc., etc. OK? Donc, oui, enfin, la différence, c'est que le crédit de paiement, il est annuel. Le crédit de paiement, il est annuel. C'est une autorisation annuelle. Par contre, le crédit d'engagement, c'est une autorisation pluriannuelle, tout simplement. Pluriannuelle. Alors, Fatem Zara, s'il y a pas d'argent, on va demander un crédit, un crédit de paiement. D'accord? Donc, c'est un autre process, Fatem Zara. Alors, crédit d'engagement, c'est ça. On vient de le donner, Ishraq. Un investissement. Construire une école. Donc l'État me donne une autorisation d'engagement. Ils vont me donner avec le montant pour construire l'école, tout simplement. Je veux construire un hôpital. Crédit d'engagement, c'est avec le montant de construction de l'hôpital. Est-ce que tu as compris, Ishraq? Ouais, c'est bon, parfait. J'espère que c'est clair, s'il vous plaît. Euh, En fait, c'est bénéfique, mais tu sais, d'abord, quand on est sur les marchés publics, s'il vous plaît, il faut faire attention. S'il y a un investissement ou c'est une négociation, d'accord? Parce que tu connais plusieurs. Alors, avant la loi de finances, alors, tu connais pour chaque ministère ou pour chaque organisme étatique, il y a plusieurs négociations, il y a plusieurs réunions. On va voir les projets, triennales, les programmes triennales. Alors, on les a vus. تنشوف انايا البروغرام triennal ديالي c'est-à-dire au bout de 3 ans. Qu'est-ce que je compte faire au bout de 3 ans? Je vais voir quels sont les principaux investissements اللي عندي. OK? Je fais des études approfondies là-dessus pour avoir pas mal d'autorisations. Ce sont des réunions avec les trésors, d'accord? Avec les trésoriers. Donc, c'est tout un processus avant d'avoir à la loi de finances, avant d'avoir avec les chiffres. Je indique pour chaque investissement le montant que je vais autoriser pour l'investissement. Donc, si en tant que ministère, tu as mal fait les choses, l'étude elle n'est pas aussi approfondie qu'elle en a l'air. D'accord? Et maintenant, tu as négocié 200 000 dirhams pour construire cette école. Mais à la fin, après les 5 ans, on a vu que soit tu as sous-estimé le montant ou tu as surestimé le montant. D'accord? Parce que il ne faut pas oublier que quand c'est pluriannuel, chaque année, il y a une conjoncture différente. D'accord? Il y a d'autres contraintes. L'année dernière, c'est pas comme cette année, c'est pas comme 2019, d'accord? Donc 2020, c'est une année exceptionnelle. Il y a eu la pandémie, donc pas mal de choses. Donc toute la conjoncture économique, elle a changé. Est-ce que vous comprenez? J'espère que c'est assez clair, s'il vous plaît. D'accord, donc ce sont des études qui sont vraiment très approfondies parce que l'autorisation que tu as, ça تحسب عليها en fin de compte. Exactement, exactement, oui, oui. D'accord. Donc, il faut être vraiment, quand j'ai une autorisation, c'est que j'ai derrière une étude approfondie là-dessus. OK? Donc, ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, pour les budgets pour les dépenses d'investissement, c'est que il y a les crédits
de paiement qui sont des crédits annuels, qui sont des autorisations annuelles, d'accord? Et les crédits d'engagement qui constituent la limite supérieure des dépenses, ok? Que les ordonnateurs, c'est qui les ordonnateurs? Le trésor, de manière générale, sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements. Ok? Donc, c'est ce que j'ai noté ici dans la présentation. Bien, on continue, s'il vous plaît. Alors, oui, bien sûr, la loi de finances, Brahim, la loi de finances, chaque année, elle change. Elle peut changer considérablement, tout comme il peut y avoir juste des petites rectifications. Mais chaque année, elle est préparée, chaque année, elle est votée. Et on va voir ça en tant que principe du droit budgétaire. On va le voir en deuxième point concernant le deuxième chapitre. D'accord? Concernant ce deuxième chapitre. Très bien. Alors, on continue. Alors, dépenses d'investissement. J'espère que c'est clair, s'il vous plaît. Je partage. Très bien, merci. Alors, masquez ça et on revient. Bien. Donc, les dépenses d'investissement, c'est bon, c'est OK. Ce qu'il faut retenir, c'est que on a les crédits relatifs aux dépenses d'investissement concernent aussi bien les crédits de paiement que les crédits d'engagement. Par contre, les dépenses de fonctionnement concernent uniquement les crédits de paiement. OK? Parce que les crédits de paiement sont annuels et les crédits d'engagement sont pluriannuels. Très bien. Troisième lieu, les dépenses relatives à la dette publique. Les dépenses relatives à la dette publique. Alors, il y a deux types de dettes publiques. Donc, quand je parle de dette publique, ça veut dire que l'État emprunte, d'accord? L'État emprunte de l'argent, soit à un niveau national, soit au niveau international. OK? Donc, donc, la dette amortissable, premier lieu, la dette amortissable et la dette flottante. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la dette amortissable? Elle englobe les amortissements, les intérêts et les commissions relatifs aux emprunts contractés à long terme par le Maroc. C'est une dette remboursable à terme fixe ou par annuité. OK? Et la dette flottante se manifeste par l'émission des bons de trésor. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait un module sur les finances de marché? Les bons de trésor et dont le volume varie constamment et de manière imprévisible en fonction de la différence quotidienne entre les souscriptions et les remboursements. Alors, je reviens vers vous vite fait. Ce qu'il faut retenir ici, c'est très simple. Très, très simple. La dette publique, ok? La dette publique, dette publique. Il y a ce qu'on appelle la dette amortissable. La dette amortissable, je vais l'expliquer tout de suite. Amortissable, amortissable, voilà. Et la dette flottante. Très bien, la dette flottante. Alors, chez la dette amortissable, l'État va emprunter maintenant 2 milliards de dirhams. OK? Va emprunter 2 milliards de dirhams. OK? Que ce soit à l'interne ou à l'externe. Bref, peu importe. Comment ça va se passer? Donc, hadith la dette qui va être empruntée, hadith les recettes, certes, mais on va avoir, l'État va avoir des annuités. Des annuités. Ça veut dire quoi des annuités? Ça veut dire quoi? Dites-moi, cher, moi les annuités. C'est une dette par annuité, par exemple. Amortissement. Euh, Tout simplement, oui, oui, exact. Tout simplement, c'est que chaque année, elle doit rembourser une certaine somme. D'accord? Donc, je pense que vous avez fait les amortissements en comptabilité. Donc, tout simplement, chaque année, elle va rembourser, dites la dette de 1 milliard de dirhams. Donc, sur une période X, à terme, à long terme,
Donc, la dette amortissable, elle est à long terme. Donc, chaque année, elle va payer. Donc, c'est une dette remboursable. La dette amortissable est une dette remboursable, n'est-ce pas? Remboursable. OK? Donc, l'État, qu'est-ce qu'il rembourse? Bah, tout simplement l'amortissement. OK? L'amortissement. Les intérêts, bien sûr. On ne peut pas emprunter quelque chose sans intérêt. Donc, il va payer les intérêts dus à cet emprunt et les commissions. Bah, les commissions bancaires principalement. OK? Les commissions. Ça, c'est la dette amortissable. C'est la définition simpliste. C'est-à-dire, j'emprunte de l'argent, l'amortissement de la dette. De la dette. D'accord? Ben oui, Reda, de toute façon, l'État, euh, elle est constamment en déficit budgétaire. Nous l'avons dit au début. L'amortissement de la dette, amortissement de la dette, ou de l'emprunt, si vous voulez, de l'emprunt. D'accord? De l'emprunt. Donc, quand je vais emprunter de l'argent, ben, je dois payer des annuités chaque année, par exemple, ou je dois payer la somme à un certain moment. Par exemple, on va emprunter à l'État 500 millions de dirhams. L'État va rembourser ce prêt d'ici 10 ans, par exemple. Donc, soit c'est un remboursement à terme, soit ce sont des annuités. On va diviser ça par des tranches ou chaque année. Bon, c'est un amortissement tout simplement de la dette. C'est un amortissement de la dette. OK? Très bien. Donc ça, c'est la définition simpliste tout simplement d'une dette. Maintenant, la dette flottante. La dette flottante, pourquoi on l'appelle flottante? Ça veut dire quoi flottant? Quelque chose de flottant. Est-ce que vous avez fait dans le module des finances de marché? Est-ce que vous avez une idée sur les finances de marché? La bourse de Casablanca, etc. Je vous invite, s'il vous plaît, à lire sur le sujet. La finance de marché, là, c'est un module où là, c'est une thématique très importante, s'il vous plaît. Très, très importante. Oui, Mariam, c'est ça. D'accord? S'il vous plaît, je vous invite à lire ça. Si, Anna, je vous donne toujours ce conseil. Si vous n'avez pas vu ça avec un professeur ou dans un module, intéressez-vous à ça tout seul. C'est de l'auto-formation, s'il vous plaît. C'est quelque chose qui va vous aider plus tard. Les gens qui veulent faire du trading, je ne sais pas, il y en aura parmi vous des étudiants qui sont intéressés par le domaine du trading, par le domaine de la bourse de manière générale. C'est quelque chose de très intéressant à connaître. Bref, flottant, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas constant, comme vos camarades l'ont signalé. Ça veut dire que c'est une dette qui varie constamment. Constamment? D'accord, très bien, merci Othman. Oui, c'est bien, c'est excellent. Alors, varie constamment. Oui, je comprends, Fatem Zara. Mais par moment, il faut se prendre en main. OK? Donc, varie constamment et de manière. De toute façon, on est là pour vous orienter, Fatem Zara. Donc, vous avez vos professeurs. N'hésitez pas à leur poser des questions quand vous êtes dans l'impasse. Et imprévisible. Imprévisible. Oui, Mohamed, je vais les mentionner sur le PDF. Ne vous inquiétez pas. Des ouvrages très intéressants. OK? Donc, très bien. Je vous en prie. Donc, la dette flottante. Flottant, quelque chose de flottant, qui flotte. D'où son nom. Est-ce que vous êtes au courant de l'actualité? Le dirham, mabqash fixe. C'est un dirham flottant. Est-ce que vous êtes au courant de ça, Beda? Parce qu'il y a eu tout est très bien. Et ouais, bravo, bravo, c'est bien. C'est bien. S'il vous plaît, il faut être à la pointe de Hada. Voilà, exactement. Bravo, bravo, bravo. Je suis fière de vous. Très bien. Alors, je continue, s'il vous plaît. La dette flottante, elle varie constamment et de manière imprévisible. OK? Ça veut dire que aujourd'hui, le montant, donc, plus exactement, quand je parle de dette flottante, je parle des bons de trésor. C'est quoi un bon de trésor? Et après, je vais donner l'exemple. Un bon de trésor, c'est quoi? C'est quoi un bon de trésor? Vous avez déjà entendu parler des bons de trésor. Donc, quand on est la finance de marché, il y a ce qu'on appelle les actions, il y a les obligations, et il y a les bons de trésor. Les bons de trésor.
Oui, d'accord. À Toumani, je translate en même temps. D'accord? Je traduis en même temps. Je parle en anglais aussi. Alors, comme des actions, des bons vendus par l'État. Très bien. Des papiers, oui, exact. Très bien. Excellent, excellent. Oui, c'est exactement ça. Très bien. Alors, c'est quoi? Ce sont des titres d'emprunt. Très bien, Younes. Bravo. Donc, ce sont des titres d'emprunt. Les bons de trésor sont des titres d'emprunt émis par qui? Des titres d'emprunt émis par qui? Très bien. Exactement. Bravo. Émis par l'État. Exact. Bravo. Émis par l'État et remboursable par l'État et remboursable à échéance. Remboursable à échéance. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon de trésor a échéance. Très bien. Le bon de trésor, voilà. Le bon de trésor, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement un titre d'emprunt que l'État va émettre. Que l'État émet. D'accord? En contrepartie, par exemple, moi, je suis un particulier. Un particulier X. OK? Bien. Je vais acheter. Donc, comment on va m'appeler? On va m'appeler un souscripteur. Je suis un souscripteur. Un souscripteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, un souscripteur, moi, je vais acheter un bon de trésor. Achat des BT. BT, il y a bon de trésor. BT, c'est bon de trésor. OK? Je vais acheter un bon de trésor. Ça veut dire quoi, acheter un bon de trésor? Euh, Interprétez-moi la phrase. Cette phrase. Ça veut dire quoi? Moi, je vais acheter un bon de trésor. Je, je vais devenir propriétaire d'un bon de trésor. Je vais devenir propriétaire de ce titre. Ça veut dire quoi? Très bien, Hassan. Oui, oui. Ça veut dire que je vais donner, je vais emprunter. Voilà. Je vais emprunter à l'État, en d'autres termes. Je vais emprunter à l'État une certaine somme d'argent. Est-ce que vous avez compris? Donc, j'achète par exemple euh, 100 bons de trésor, par exemple, 100 BT. Chaque BT a une valeur de 10 dirhams. Je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple, ok? Donc, au total, c'est combien? C'est 1000 dirhams. Donc, quand j'achète un bon de trésor, ça veut dire que quoi? Je donne 1000 dirhams à l'État. Je lui emprunte 1000 dirhams. En contrepartie, elle me donne le titre. Elle va me donner ce titre. Ok? Très bien. Exactement. Donc, au moment où je vais vendre, au moment où je vais vendre ce bon de trésor, qu'est-ce qui va se passer? J'ai acheté, donc par exemple, j'ai pas mal de bons de trésor, j'ai 100 bons de trésor. Par exemple, je veux vendre 60 bons de trésor. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'inverse? Oui, mais c'est quoi l'inverse? Ça veut dire quoi? Quand je vends, quand je vais vendre 60 bons de trésor, ça veut dire quoi? Mon argent plus mais ça veut dire quoi réellement? Ça veut dire que je vais être remboursé. Remboursé. Par qui? Remboursé. Ça veut dire, voilà, Myriam, voilà, je récupère mon argent. Par qui? Très bien, Asma et Mohsin, par l'État. Remboursé par l'État. Vous avez compris, s'il vous plaît? Donc, les bons de trésor, ils sont là, d'accord? Ce sont des titres d'emprunt. Donc, je vais, parlez-nous, madame, s'il vous plaît, sur le Fonds monétaire international. Reda, d'accord, ça viendra quand on va parler des organismes. Ça viendra, parce que ça fait pas l'objet de notre cours, Reda. Alors, je disais, exactement, oui, Oussama, c'est exactement ça. Exact. Oui, bien sûr, bah, je vais les vendre, bien sûr. Je vais les vendre à l'État. Donc, oui, tout le monde peut les acheter. Donc, un bon de trésor, c'est un titre d'emprunt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais emprunter, moi, en tant que particulier, en tant que souscripteur, je vais prêter de l'argent à l'État. Et au moment où, et à contrepartie, elle va me donner un bon de trésor, donc je vais l'acheter. Et au moment où je vais vendre mon bon de trésor, ben, tout simplement, l'État va me rembourser cette dette. Ces mouvements-là, entre achat de bons de trésor et vente de bons de trésor, achat et vente
achat et vente, ce sont des mouvements qui se font quotidiennement, tout le temps. D'accord? Il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui vendent. Et ça se fait chaque jour. OK? C'est pour ça qu'on appelle ça une dette flottante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux avoir de l'argent, moi en tant qu'État. Demain, je dois rembourser pas mal. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas stable. Est-ce que vous avez compris? C'est quelque chose qui varie constamment, qui change constamment. Bien sûr, Reda. Est-ce que vous avez compris? La dette flottante, c'est une dette qui change de manière imprévisible. Très bien, excellent. Bravo. Donc, on entame, on passe au deuxième type de charge ou de dépense. Donc ça, c'était tout ce que je partage vite fait. Et je vous donne le code de la séance. Alors, le code, c'est, je vais écrire ça au chat, c'est, tout est en minuscule. MYD 81 AT. OK? Tout est en minuscule. MYD 81 AT. OK? Tout est attaché minuscule. Pour marquer votre présence, vite fait. Bien, on continue. On continue. Donc, je partage vite fait. Partager l'écran. Et masquer. Voilà. Très bien. Alors, ça, c'était tout ce qui a concerné le budget général de l'État. Donc, nous avons dit le budget général de l'État. D'accord? Le BGE. Maintenant, donc nous avons parlé des dépenses de fonctionnement, des dépenses d'investissement et les dépenses relatives à la dette publique. Maintenant, on va passer au segment. Alors, les segments, nous avons eu l'occasion d'en parler. Ce sont les services de l'État gérés de manière autonome. OK? Services de l'État gérés de manière autonome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce sont des services. D'accord? Donc, on va lire. Ce sont des services non dotés de la personnalité morale. Donc, ils n'ont pas l'autonomie administrative. Ils n'ont pas l'autonomie administrative. Ça veut dire ça, non dotés de la personnalité morale, c'est-à-dire pas d'autonomie administrative. Dans certaines dépenses, non imputées sur les crédits du budget général, sont couvertes par des ressources propres. Donc, ce sont des services qui ont des ressources propres. D'accord? L'activité de ces services doit tendre essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à rémunération. Donc, ce sont des services comment? Rentables. D'accord? Et enfin, les segments sont créés par la loi de finances qui prévoit les recettes de ces services et fixe le montant maximum des dépenses qui peuvent être imputées sur les budgets des dits services. Donc, pour les recettes et les dépenses de ces segments, bien évidemment, ils sont prévus par la loi de finances, par la LF. D'accord? Donc, très simplement, Myriam, tu vois le tutoriel. J'ai fait un tutoriel pour marquer la présence. Les segments, c'est quoi? Pour faire très simple, segments des services d'État gérés de manière autonome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont l'autonomie financière, d'accord? Financière, mais ils ne sont pas dotés, Myriam, ils ne sont pas dotés de la personne morale. Ça veut dire tout simplement pas d'autonomie administrative. Ça veut dire qu'administrativement parlant, ils sont gérés par l'État. Pas d'autonomie administrative. L'administration de l'État. D'accord? Ils sont gérés par l'État. Mais ils ont une autonomie financière, c'est-à-dire ils ont leur propre budget, leurs propres recettes administratives.
administrative. Très bien. Donc, quand je parle pas d'autonomie administrative, ça veut dire ils n'ont pas de conseil. Je vais y venir, Fatem Zara. Ils n'ont pas de conseil, ok? Ils n'ont pas un conseil spécifique. C'est pas comme les entreprises publiques, comme nous l'avons expliqué la dernière fois. Les entreprises publiques, par exemple, si je prends l'université, l'université, c'est un établissement public. Il a son propre conseil, il a son propre conseil, c'est ce qu'on appelle le conseil de l'université, et il a, Fatem Zara, c'est vrai, c'est incorrect. Alors, je refais. Non, c'est bon, c'est bon. Je pense que tu l'as mal introduit. Très bien. Alors, je disais, ils n'ont pas un conseil, ok? L'université, contrairement à l'université, par exemple, l'université, c'est un établissement public, établissement, entreprise et établissement public. Il a un conseil d'université et il a un budget d'université. Donc, l'établissement public, il a les deux. Il a autonomie financière, il a son propre budget et il a l'autonomie administrative. Il a son propre conseil. Ok? Alors que les segments, ils sont gérés par des directeurs. Ou les directeurs des fonctionnaires de l'État. D'accord? Donc, ils sont gérés par l'État, de manière générale. Ok? Si, la différence, c'est ça. Hajar, la différence, c'est ça. C'est l'autonomie administrative. Je vous donne un exemple. Par exemple, euh, l'hôpital militaire, par exemple. L'hôpital militaire. Ok? Hôpital militaire Mohamed V de Rabat, par exemple. Hôpital militaire de Meknès, hôpital militaire de Rabat. Ok? Très bien, Mariam, oui, exact. On a l'hôpital militaire, on a par exemple les complexes Mohamed V, d'accord? On a par exemple les centres hospitaliers provinciaux de quelques provinces, par exemple le centre hospitalier de Ain Chouk Noasser, pas les centres hospitaliers, pas les hôpitaux. Les hôpitaux, ce sont des établissements publics. Ok? Très bien. Donc, par exemple, l'hôpital militaire. L'hôpital militaire a son budget, son propre budget. Ok? Euh, il, a, il a une vocation, il rend un service, mais rentable. Donc, le service, par exemple, l'hospitalisation, par exemple, c'est un service rentable. Il faut payer. D'accord? Il faut payer. Mais il n'a pas un conseil propre à lui. Non, il est géré par l'État. D'accord? Il relève de l'État. Très bien. Ok, c'est pas comme exactement les CRI. Ben, les CRI, c'est justement des établissements publics. En fait, si vous partez sur le site emploi public, je ne sais pas si que vous connaissez ce site-là, et vous faites une petite recherche des établissements publics, vous allez trouver, par exemple, les CRI, les CHU, par exemple, ce sont des établissements publics. Vous allez trouver comment on appelle ça? Euh, euh, comment on appelle déjà ce terme? Bon, je l'ai perdu. Quoi qu'il en soit, si vous partez sur le site et vous faites la petite recherche, oui, voilà, exact. Tout ce qui est l'Office national des ports, par exemple, tout ce qui est quoi d'autre? Il y a les CHU. Bon, il y en a pas mal. Il y a toutes les universités au Maroc. D'accord? Donc, tout ça, ce sont des établissements publics. Vous faites juste une petite recherche, vous allez voir l'ensemble des établissements. C'est pas comme les segments. Les segments, ce sont juste des services rentables, d'accord? Services rentables, mais qui n'ont pas leur propre conseil. Ils n'ont pas une autonomie administrative. Vous mettez bien l'État, d'accord? Administrativement parlant, c'est l'État qui s'occupe de ça. Par contre, ils ont une autonomie financière, ils ont un certain budget. Et donc, ils vont générer quoi? Ils vont générer des recettes. C'est ce qu'on a appelé des recettes ou des ressources propres. Des recettes ou des ressources propres. D'accord? Donc, quand on paie, c'est une recette du segment. Donc, ce sont des recettes propres. Donc, la loi de finances, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit que
on va créer un segment, on va créer un service qui est géré de manière autonome, juste côté financier, ok? Mais il doit, il doit justifier l'existence de ressources propres. Ça veut dire, puisque tu as l'autonomie financière, tu dois être capable d'avoir des ressources propres. Vous avez compris? Tu dois être capable d'avoir des ressources propres. Donc, et provenant de quoi? Ben, provenant tout simplement de la rémunération des biens et services, des biens et services rendus. Rendus. Ok? Oui, oui, Soumia. Ok? Il y a certaines recettes qui sont versées à l'État, il y a d'autres recettes qui sont là pour payer les dépenses, quelques dépenses. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure dans la définition, c'est que la loi de finances prévoit des dépenses et des ressources pour ces segments. D'accord? Il prévoit des recettes et des dépenses pour ces segments. Bien évidemment, sous condition que les segments, ils ont déjà leurs ressources propres. Est-ce que vous avez compris? Ils ont déjà leurs ressources propres. C'est bon? Pour faire très simple, le segment, ce sont des services de l'État gérés de manière autonome. Ça veut dire quoi? Ils ont juste l'autonomie financière. Ils n'ont pas de conseil. Ils n'ont pas une autonomie administrative. Ok? Ils sont gérés seulement ils ont seulement l'autonomie financière. Et donc, ce sont des services rentables. D'accord? Ce sont des services rentables qui ont leurs propres ressources, des ressources propres. La loi de finances prévoit des dépenses et des recettes pour ces segments, mais bien évidemment, sous condition que les segments, ils ont déjà, d'accord? Ils peuvent justifier de l'existence de recettes propres. Comment? Provenant de la rémunération des biens et services rendus. Parce que ce sont des services rendus en contrepartie d'argent. Est-ce que c'est clair? Donc ça va constituer des recettes propres. Ok? Très bien. Enfin, nous avons... Très bien. Bravo. Nous avons les CST. Alors, les CST, ce qu'on appelle les comptes spéciaux du Trésor, c'est quoi? Ce sont des comptes distincts. Ce sont des comptes distincts du budget général. BG, budget général. D'accord? Des comptes distincts du budget général. Très bien. Et qui ont pour objet soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation, ne peuvent être incluses dans le cadre du budget général de l'État. Donc, en raison de leur spécialisation, on ne peut pas les inclure dans le BGE, soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur continuité d'une année budgétaire sur l'autre, ok? Soit de garder trace sans distinction d'année budgétaire d'opérations qui se poursuivent pendant plus d'une année. Alors, je viens vers vous, je vous explique ça plus en détail. C'est très simple. Les CST, les CST, ce sont des services, d'accord? Pardon, ce ne sont pas des services, les CST. Les comptes, les comptes spéciaux du Trésor, spéciaux du Trésor. Ce ne sont pas des services, mais ce sont des opérations, ok? Parce que les segments, ce sont des services. Quand tu parles à l'hôpital militaire, il y a un service. Il est palpable. Tu le vois, d'accord? C'est un service. Par contre, les comptes, c'est virtuel. Ce sont juste des opérations. Des opérations. Ce sont des opérations qui sont effectuées en dehors des opérations qui sont effectuées en dehors du BGE. Et nous avons expliqué l'ensemble des BGE. OK? En dehors du BGE. OK? Très bien. Les CST, ce sont des comptes, en fait, qui sont créés
pour retracer des mouvements de fond, d'accord? Des opérations, des mouvements de fond, mouvements de fond, ok? Provisoire, provisoire, ok? Et qui ont un aspect spécial. Aspect spécial. Alors, exemple. L'exemple qu'on connaît tous, l'exemple qu'on connaît tous et que nous vivons actuellement, c'est quoi? Dites-moi, l'exemple que nous vivons actuellement, c'est quoi? Très bien. Voilà. Covid. Exact. La pandémie. Très bien. Le Maroc, il a décidé de faire face à la pandémie de Corona. Non, Reda, c'est pas sa vraie appellation. Donc, le Maroc, il a décidé de faire face à la pandémie de Corona en créant un fonds spécial. Donc, il a créé un fonds spécial. Khadija, tu vas mieux comprendre avec l'exemple. Ce sont des opérations qui ont un caractère provisoire et un aspect spécial. Donc, il a créé un fonds spécial dans lequel, très bien, bravo, dans lequel Sa Majesté le roi Mohammed VI, les responsables, les entrepreneurs, les citoyens ont contribué avec beaucoup d'argent. D'accord? Donc, ils ont créé un fonds spécial. D'accord? Dans lequel ils ont contribué avec beaucoup d'argent. Et donc, c'était un compte créé, bien sûr, tout le monde, les citoyens, les hommes d'affaires, les responsables, tout le monde a contribué avec beaucoup d'argent, d'accord? Et donc, c'est un compte qui a été créé pour une situation provisoire. Aïe, non, provisoire. Pour une situation provisoire. Pourquoi provisoire? Parce que elle est déterminée dans le temps. Ok? Elle est déterminée dans le temps. Elle est limitée dans le temps. Ce fonds spécial, il n'a pas été créé pendant des années, il vient d'être créé. D'accord? Il a été créé pour une situation critique. On était ça, corona, les gens commençaient à tomber malades, ils devaient être hospitalisés, d'accord? Ils devaient être hospitalisés. Et donc, malheureusement, on était dans une situation qui était un petit peu spéciale. D'accord? On était dans une situation spéciale. Et donc, un objet bien déterminé. Le fonds spécial, il a été créé pour un objet bien précis. C'est quoi l'objet? Bien précis. Fonds spécial pour lutter contre le Covid. Lutter contre le Covid. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, un compte spécial du Trésor, c'est tout simplement un compte qu'on va créer pour une situation provisoire, par exemple, et qui a un caractère précis, pour un objet précis. C'est un aspect spécial, ok, dans une situation limitée dans le temps. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est ça, les comptes spéciaux du Trésor. Et on va voir après-demain, donc la séance de vendredi, on va voir qu'il y a 6 types de comptes spéciaux du Trésor. D'accord? Il y a 6 types de CST. Alors, dites-moi, juste à présent, est-ce que tout est clair? C'est bon? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on va revenir au cours présentiel. Et vous allez avoir une semaine présentielle et une semaine à distance. Je ne sais pas encore comment ça se fera, mais c'est prévu. Malheureusement? Ah d'accord, donc il y a des gens qui préfèrent pas, les cours à distance ou les cours en présentiel? Oui, je comprends, oui. De toutes les façons, concernant mon je vais voir si c'est possible, même si je suis en présentiel, d'enregistrer mes cours. D'accord?
Walid, la première composante du budget, ben, c'est les recettes, tout simplement. Le budget, il est composé de recettes et de dépenses. Ok? En fait, il y a le support de cours, il sera bientôt disponible, Fanny, et je vais le mettre sur ma plateforme. En fait, il y a des pour et des contre, bien évidemment. Je sais pas encore, Mohsin, je sais pas encore comment ça va se passer. Tout ce que je sais, c'est qu'il va y avoir une alternance. Ok? Une alternance. Reda, tu peux considérer ça comme une impasse, mais en fait, la dette publique, c'est quelque chose de vital pour un État, tout simplement. C'est quelque chose de vital. C'est vrai que c'est une impasse par moment parce qu'on va se retrouver dans une situation surendettée, mais c'est quelque chose de vital. Par exemple, cette année, c'est une année exceptionnelle, d'accord? Et on va se retrouver avec des recettes. Bien, Jiboul Flous. Est-ce que vous avez compris? Reda, tu as compris? C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, il faudrait forcément s'endetter. On va voir comment s'endetter, tout simplement, pour faire face à la situation. Parce que je suis toujours en quête de l'équilibre. Ou l'équilibre, c'était quoi? C'est recette est égale à dépense. D'accord? Recette, donc il faut que le solde soit nul. Ou puisque les recettes هابطين بزاف. Les recettes هابطين, yes, les impôts sur les sociétés, il y a des sociétés qui ont fait faillite, qui vont pas payer leurs impôts. D'accord, tu as compris, Reda. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu. Bien sûr, les PME, les TPE, ce sont des entreprises qui contribuent au développement de l'État. Mais malheureusement, avec la situation, ils se sont retrouvés dans des situations, ça fait inédites. Ils ont mis la clé sous la porte, comme on dit. D'accord? Donc, c'est normal. C'est tout à fait normal. Si les recettes hapten, en sachant que les dépenses de fonctionnement راه كاينين, obligatoirement خصنا نخلصوا le personnel, obligatoirement خصنا نخلصوا tout ce qui constitue le fonctionnement de l'État. Bien sûr, il y a des dépenses d'investissement, il y a des choses qui sont importantes. Donc, c'est tout un process en fait. La loi de finance, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas du tout quelque chose de facile. Pour la subvention n'existe pas dans ce cas de la part de l'État pour éviter la faillite. Bon, ça, c'est toute une problématique. Oui, donc j'ai vu, il y a des gens qui préfèrent le présentiel, il y en a d'autres qui préfèrent le à distance. Bon, c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients. Il y a le problème de connexion, malheureusement, qui ne facilite pas la tâche. Il y a aussi des gens qui ne sont pas sérieux, qui viennent juste pour marquer leur présence et partir. Mais j'ai retenu pas mal de noms. Je vous connais maintenant grâce à cette méthode à distance. Grâce à cette plateforme, je connais vos noms et on arrive à interagir. Je pense que ça, c'est bien. Aussi, le présentiel, c'est encore meilleur pour plus d'interactivité. Donc, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a toujours des avantages et des inconvénients, malheureusement. D'accord? On verra ça, Fatem Zara. Oui, on verra ça. Ne t'inquiète pas, on verra ça pour les 6 types des comptes spéciaux de trésor. Vendredi, Inch'Allah. Merci, moi de même. Donc on se retrouve. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve vendredi, Inch'Allah. À très bientôt.